Merci. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre ce soir pour notre édition de votre émission Le Monde Inconnu. Le Monde Inconnu, nous sommes là pour la 14e édition de votre thème, la mystique de l'alimentation et la spiritualité. Aujourd'hui, nous allons travailler sur deux pans, c'est-à-dire sur deux sous-thèmes de la chronique la chronique sera en deux sous-thèmes. Alors, dans cette chronique, vous aurez de l'initiation à l'alimentation spirituelle et de l'éducation à la spiritualité. Pendant ce temps, installez-vous bien. Nous commençons avec la chronique et tout juste après, vous aurez toute l'équipe d'Ouma en studio. À tout de suite. La mystique de l'alimentation et la spiritualité, 14e partie. De l'initiation à l'alimentation spirituelle. Si vous voulez vivre en harmonie avec vous-même, si vous tenez à la bonne marche de votre existence au travers d'un sérieux vous empêchant de vous susciter à cause de l'ignorance, ou si vous êtes déterminé de sortir complètement de l'ignorance, alors vous devez tout d'abord chercher à savoir pourquoi êtes-vous en vie. Les questions de chercher la meilleure voie et la perpétuation de la vie en vous, en ce qui serait bénéfique pour votre existence. Une situation qui vous réclame une franche intelligence, celle qui, divinement parlant, épouse le savoir de ce qui serait votre raison d'être. C'est une démarche qui vous interpelle fermement afin que vous soyez à même de chercher à rentrer dans les méandres de la connaissance. C'est-à-dire tout faire pour parvenir à appréhender le fonctionnement de tout le système existentiel en vue de maîtriser les mécanismes des liens entre vous en tant que microcosme et le cosmos en tant que macrocosme. Autrement dit, vous devez être fondamentalement à même de trouver l'issue de la vraie identité qui se cache en vous. Tout doit se passer dans le cadre de la connaissance parfaite de vos corps à travers ces différents composants allant de votre être intérieur aux différents composants de l'univers. L'objectif premier est de parvenir à l'adéquation de comment vous harmonisez avec le cosmos pour un mariage parfait. Sans papillonner du tout, vous devez tout faire pour vous mettre silencieusement sur le chantier de la connaissance de manière non arrogante pour qu'en fin de compte, vous puissiez maîtriser l'interaction cosmico-occulte qui gouverne votre existence. C'est en allant en profondeur dans cette étude qu'on gagne en assurance pour une vie saine, spirituelle, grâce à laquelle vous êtes finalement appelé à devenir Dieu. En toute fermeté, vous devez y aller avec pour objectif de vous offrir la connaissance, celle qui vous permet d'avoir la clé de la porte de la chaumière initiatique dans un premier temps. Cela ne peut être possible que si toutes les règles de base qui concernent le fonctionnement du souffle de vie se révèlent à vous. Ces règles, ils sont enfouis. Vous devez aller dans ces sinuosités afin de percer les mystères ou la mystique de l'alimentation en vue de savoir que manger est un art en soi, totalement bénéfique. Mais il y a lieu de faire face à toutes les déclinaisons de la mystique de l'alimentation pour mieux comprendre ce à quoi sert votre existence et comment l'entretenir. Pour communiquer sur l'essentiel de la vie avec les non-initiés, nous avons décidé de nous appesantir sur le sujet de l'alimentation spirituelle. Question d'y aller au travers de toutes ces déclinaisons, d'où le thème la mystique de l'alimentation et la spiritualité. Depuis là, nous essayons de déceler tous les merveilles qui s'y cachent, pourtant étroitement liés à votre spiritualité. Ceci n'est qu'un message qui vous invite à l'école de la vie, car ces cours initiatiques vous concernent tous. Malheureusement, de tout le monde, il n'y a que ceux qui sont des disciples par nature, qui sont à même d'en bénéficier. Oui, on a eu souvent à dire que c'est lorsque le disciple est prêt que le maître se présente. C'est lorsque le disciple est prêt que le maître se présente. Et je salue mademoiselle Georgette Broumé qui m'accompagne ce soir.
Bonsoir, Georges Mboumé. Bonsoir, professeur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà. Alors, à toi, revient maintenant de prendre l'émission en charge. Oui. Alors, je voudrais savoir quelle est la relation qu'il y a entre l'alimentation spirituelle et le suicide. Alors, le suicide, c'est que vous aviez l'impression que vous mangez pour vivre, Oui. alors que vous mangez pour tomber malade. C'est-à-dire pour chercher à juste à plaire à votre palais. Et que par la suite, ce qui arrive suite à ce que vous mangez ne vous concerne pas. C'est un genre de suicide qui ne dit pas son nom parce que, en fait, on ne sait pas qu'on est en train de se suicider. Pourtant, les décisions qu'on prend à s'alimenter n'importe comment, particulièrement en ce qui concerne les nutriments, sont des décisions suicidaires. Surtout lorsque cette alimentation va dans tous les sens. Parce que non seulement l'homme est omnivore par essence, malheureusement, mais de nos jours, il est devenu diversivore. Alors, diversivore de son état, il met le pied sur l'accélérateur qui conduit vers la mort. Sa vie, c'est courte. Et cette vie qu'il mène n'est pas une vie spirituelle. C'est parce que quoi? Parce qu'il ne prend acte de rien de pur. Quant à ce qu'il est à voir faire fonctionner la pérennisation de son soufflet de vie, que ce soit du côté de l'eau, il ne sait pas comment on boit de l'eau, que ce soit du côté de l'air, il ne sait pas comment on respire, moins encore du côté de l'alimentation. En fait, tout le monde est en survie. C'est-à-dire, on ne mange pas, franchement, avec des idées que c'est pour mieux vivre. Mais on mange comme s'il y avait une satisfaction à se donner dans le repas. Alors c'est ça, se suicider inconsciemment, voilà. Ça veut dire qu'en fait, en ayant une bonne alimentation, il est fort possible que le taux de suicide puisse diminuer. Tout à fait. Disons, si on fait des efforts ou si on ferait des efforts à améliorer son système alimentaire, de l'eau, de l'air passant par l'eau jusqu'aux nutriments qui sortent des nourritures qui viennent de l'ensemble de ce qui pousse du sol, alors on serait, par cet entraînement, en train de diminuer son approche vers la mort. Oui. C'est-à-dire que ce genre de suicide, c'est qu'on va petit à petit vers la mort par soi-même. Donc, en améliorant ça, on tombe de moins en moins malade, ou alors les maladies qu'on a sont des maladies faciles à abdiquer, ce n'est pas des maladies aiguës chroniques, par ricochet, au travers des médicaments et d'un système médical mal fichu parfois par rapport à des conseils qu'on devrait donner plutôt aux gens malades pour que leur retour aux sources, la source ici c'est la vie spirituelle puisse être possible. Bon, mais comme la spiritualité est confondue à la manière dont on devient religieux de quelque chose, c'est là où il y a le drame. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour trouver l'issue de la vraie identité qui se cache en nous? Alors, pour trouver l'issue de la vraie identité qui se cache en nous, il faut bien que nous prenions acte que nous ne nous connaissons pas, qu'on ne sait même pas qui nous sommes. C'est-à-dire, on a l'impression que nous sommes dans le monde comme tombés de nulle part, comme arrivés de nulle part. En fait, le véritable problème de l'homme, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est que sa raison d'être. Il ne sait pas pourquoi il vit, pourquoi il est là, pourquoi... quelle est sa mission? Il ne sait pas d'où il vient. Il ne sait pas pourquoi il est là et d'où il part après qu'il n'ait plus été là, c'est-à-dire après le décès, ce qu'on appelle communément mourir. Il ne sait pas que peut-être mourir serait juste une manière de dire que tu es absent par rapport au présent, tu n'es plus avec les mêmes personnes avec lesquelles tu étais avant, et que tu es appelé à aller ailleurs pour accomplir ta mission, ou alors pour te préparer à revenir
pour la suite de ta mission qui n'a pas été accomplie. L'homme ne sait pas ça. Alors, il ne le sait pas parce que, au cours de cette édition, on va essayer de stigmatiser l'école. Parce qu'aucun enseignement ne lui permet de se poser la question sur son identité. C'est-à-dire, qui suis-je vraiment? Il sait qu'il est un être humain. Apparemment, non, mais pour lui, on lui a dit qu'il était un être humain. Il ne sait pas qu'il est une entité. Alors, de quelle manière? Il ne sait pas, même si par hasard, il peut le dire dans ses échanges, parce que maîtrisant la langue utilisée comme, par exemple, le français, qui est notre langue d'empreinte, oui. Alors on peut bien dire, je suis une entité après tout. Alors, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de dire. Il ne comprend rien de ces choses-là. Parce que pour comprendre quelque chose de ces choses-là, c'est à partir de là qu'on va dénicher son identité. C'est là qu'on va comprendre qu'on est microcosme dans un tout qui est macrocosme. C'est-à-dire que nous sommes une petite division, une parcelle de l'univers, où en tant que parcelle de l'univers, nous avons le devoir et l'obligation de chercher à savoir notre place dans l'univers. Chercher à savoir comment entretenir tous les mécanismes vibratoires qui sont au-dedans de nous, au-delà de nous, autour de nous, néanmoins, qui sont la réponse même de notre existence par rapport à ce que nous héritons de cet univers. Alors, c'est des choses qui ne sont pas enseignées. Malheureusement, ce que nous savons bien, c'est le paradis et l'enfer, c'est le péché, c'est le bien, le mal, comme ça, de manière bidonne. On pense que ça va parce que on s'est brossé les dents avec des pâtes alimentaires pourries, des produits, des colorants et tout, qui nous préparent à des maladies, alors que c'est des choses non hygiéniques. Ah, ça, on s'en fout. On sait bien qu'on doit prendre notre petit déjeuner, mais avec quoi? Mais qui dit que le petit déjeuner est utile? Personne, hein, de sérieux, sauf un ensemble de concepts qui nous habitent à partir d'un certain moment, hein, qui partent d'une certaine hégémonie. Alors, on sait tout ça. On sait que nous sommes des diplômés, nous avons été à l'école, dont on est des intellectuels. Mais comment utiliser donc cet intellect pour aboutir à la dimension de l'homme raisonné qui, quelque part, doit aller vers une spiritualité qui divinise sa vie et qui le rend Dieu, par exemple. D'accord. Voilà. Alors, parlons de ce qu'on doit manger peut-être le matin. Professeur, dites-nous. Non, on n'est pas obligé de manger le matin. Le problème de manger 3 fois par jour, c'est un problème de médicaments, en fait. Parce que dans toutes les sociétés traditionnelles avant, oui. Quand je parlais de l'époque médiévale, ou je parlais de l'époque du 18e siècle et tout, alors tout commence petit à petit avec la mise en place d'un système de traitement de maladies, où on est obligé de prendre des comprimés qui doivent être digérés, et pour que ça soit digéré, il ne faut pas les balancer comme ça dans l'estomac, il faut les accompagner avec un repas. Alors c'est à l'intérieur du repas, comme on ne te dit pas, bon, écrase les mélanges avec la sauce, ou écrase les mélanges ça avec du riz, mais on te dit, alors quand tu manges, tu avales 1 ou 2 comprimés, ça c'est ta portion, ta dose, voilà, parce que le mot dose arrive toujours là. Oui. Bon, pour stigmatiser ton cerveau, tu sais que tu es en train de te soigner. Bon, et là, on a l'impression que l'alimentation du matin s'avère tellement utile. Non. Si bien que dans le monde occidental, comme ils sont des bouffons, des gourmands, ces gens-là, alors ils ont tellement d'appétit qu'ils en ont fait même toute
je ne sais pas comment, doctrine, où tout un dormait. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Tout un dormait du fait que le matin, il faut se lever avec un petit repas, avec des raisons qui sont liées à une certaine biologie qui ne dit pas son nom. Alors que lorsqu'on se lève le matin, on a l'impression qu'on ne s'est pas vite, on ne s'est pas bien réveillé pour la plupart des gens. On traîne au lit, on se lève et on se couche encore, et des fois on reprend le sommeil jusqu'à être en retard au travail. Oui. Pourquoi? Parce que le réveil n'a pas été total. Comment voulez-vous donc que vous forciez le réveil déjà, vous, en tant que l'entité globale, et que vous pensez que les micro-organismes, qui sont les cellules, qui forment l'ensemble des milliards et des milliards des êtres vivants de notre corps, si jamais elles étaient bien réveillées, pourquoi ne devrions pas nous quitter le lit directement et puis se mettre en activité, c'est-à-dire se mettre sur le chemin du travail? Mais avec cette lourdeur, on empiffre encore un bon repas, sous prétexte que c'est le petit déjeuner comme ça, comme si il fallait absolument le faire. Dans cette gourmandise, et on prétend que parce qu'on prend le médicament, et là, d'aucuns se sont mis dedans, même sans prendre le médicament. Allez, ils mangent le matin, si bien qu'à tout bout de champ, le matin, il y a des cafés, il y a les bénétariats, les gens sont assis en train de bien manger, comme si le jour ne venait pas de se lever, comme s'ils sont déjà à midi. Et là, dans cette lourdeur, d'aucuns n'ont pas un bon rendement dans leur lieu de service. D'autres accusent certains mets, par exemple le haricot, en disant quand je mange le haricot le matin, je m'endors. Il ne comprend pas que quand il mange le matin, il fatigue son tube digestif davantage, et il fatigue ses cellules, parce que son tube digestif, en fait, encombré, ça donne un surplus de travail aux cellules qui venaient à peine de se réveiller. Et là, à force de prendre cette habitude, la grande famine du matin naît. Et là, ça devient comme un fumeur de cigarettes qui ne peut plus se dispenser de sa cigarette. C'est psychologique alors? C'est pas psychologique seulement, mais c'est un effet d'entraînement. C'est-à-dire c'est quelque chose qui devient comme essentiel pour notre vie. Surtout les moderniser par la néocolonisation, parce que je parle de l'Afrique. Oui. Je m'en fous, je ne suis pas l'apôtre du monde entier quand même. Parce que dans tout cela, les Africains en souffrent trop. Ailleurs, il y a la sécurité médicale. La sécurité médicale voudrait qu'on ne paye pas les médicaments, ou alors on en paye à un pourcentage très très réduit. Alors qu'en Afrique, nous, on produit de l'argent pour assurer ça, pour que les néocolons assurent leur sécurité médicale, assurent la sécurité médicale à leur population. Et par là, on nous insulte des pays pauvres, et on nous insulte de tous les noms de chiens par rapport à notre état de santé, alors qu'on a adopté un mode de vie qui ne nous permet pas de nous en sortir tant que nous n'avons pas les mêmes prédispositions de soins, ou quand bien même nous avons les mêmes prédispositions de soins, il ne nous est pas interdit d'être intelligents et de dire que ça, on ne fait pas, parce qu'on ne sait pas à quoi ça nous sert. Voilà. D'accord, professeur. Il y a des gens, quand ils boivent la bière, par exemple, ils vont vous dire « je suis en forme ». C'est quand je prends de l'alcool que je peux tenir un volant. Tenir même un volant, je parle d'un conducteur. Par contre, d'autres, quand ils prennent un verre, vraiment, ça ne va pas, c'est-à-dire ils sont mal. D'autres, quand ils prennent de la viande, par exemple, ils ont mal au corps. Ce que je voudrais savoir, c'est comment avoir une connaissance parfaite de son corps. Ah oui, c'est très compliqué. C'est compliqué, c'est ce que nous bagarrons depuis un bon bout du temps. C'est-à-dire, nous sommes à la 14e édition d'un thème. Lorsqu'on dit la mystique de l'alimentation et la spiritualité, nous insinuons qu'il y a un mystère à nous alimenter. Oui. Ce mystère passe par l'aliment respiratoire, l'aliment
euh, hydraulique, l'eau, et puis les nutriments qui viennent des nourritures qui poussent, des produits qui poussent du sol. Cela entraîne à ce qu'on réfléchisse un tout petit peu. Est-ce que quelqu'un qui mange, qui ne digère pas, et qui prend l'habitude à le faire, du moins à être comme ça, c'est-à-dire que son corps se soit habitué comme ça, glisse petit à petit dans une constipation d'un jour, de 2 jours, de 3 jours, d'une semaine, sans que cela ne l'embête. Par contre, c'est lui qui mange et qui, chaque jour, défèque normalement, fait bien les selles. Lorsqu'il passe une journée à faire seulement un tout petit peu de sel seulement, il se sent déjà mal à l'aise. Pourquoi? Parce que le mal dit, le mal parle. Parce qu'un mal est en gestation, un mal est en train d'arriver. Parce que le mot maladie, nous l'avons dit dans cette émission, même au cours de ces thèmes, que c'est le mal qui dit. Maladie ne veut rien dire que un mal qui parlait en toi, que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Alors maintenant, comment faire pour connaître son corps? Pour revenir à ta question. Alors connaître son corps nécessite à ce qu'on fasse attention sur ce qu'on fait avec son corps ou ce qu'on fait de son corps. C'est-à-dire, si on boit beaucoup et qu'on accoutume son organisme à l'alcoolisme, on ne sera plus vivre facilement comme les autres gens, sauf ceux qui ont une faiblesse à l'alcool et qui forcent seulement. Parce que dès les premiers jours, on ne finit pas 2, 3 bières. On finit peut-être une bière. Encore que, de prime abord, la bière n'a pas d'essence pour certaines personnes à leur début. Mais plutôt, c'est des méthodes qui montrent qu'on est déjà grand. Qu'on n'est plus le petit garçon qui boit de l'eau uniquement. Parce que j'entends souvent dire, certaines personnes dire qu'ils sont plus petits pour boire de l'eau. Quand on les demande, on te donne quoi, de l'eau ou bien une bière, dit mais attends, mais je suis plus un petit garçon. Je boirais de l'eau, pourquoi tu me demandes ça? Alors c'est comme pour dire quoi? C'est comme pour dire que c'est monsieur qui a bu la bière, une bière, ou un verre de bière, qui a fini par boire 2, 3, 4, 5 bières, et qui ne s'enivrait plus comme au début, c'est qui s'est passé l'accoutumance. Alors celui qui n'arrive pas à boire plus de 2 bières, c'est que celui qui ne s'habitue pas à la bière. Alors là, il y a dans son environnement cellulaire quelque chose de différent de l'environnement cellulaire de son vis-à-vis. Et c'est ça qui fait donc la différence que tu peux boire et conduire la voiture d'une très longue distance, c'est-à-dire à plus de 200 km, même plus. Et que l'autre, à boire seulement un verre de bière ou 2 verres de bière, ne peut pas tenir au volant. Soit le sommeil va l'attraper, et s'il est avec des gens, on va lui dire arrête, tu commences à déconner. Soit il va se passer quelque chose qu'il va faire un accident, soit il ne pourra même pas continuer parce qu'il va aller se retrouver à un niveau où ses pieds ne tiennent plus sur les pédales et puis il s'arrête là et il dort. Il dort carrément au volant. Parce que ces choses, ce n'est pas une histoire que parce que quelqu'un fait, il faut que toi aussi tu fasses. C'est pourquoi il est même intéressant d'écouter son corps. Voilà. D'accord. À la fin de vos propos dans la chronique, vous avez dit, je cite, malheureusement, de tout le monde, il y a ceux qui sont des disciples par nature, qui sont à même d'en bénéficier. Que voulez-vous insinuer par là? Voilà. Il y a comme pour dire que nous sommes tous hommes et femmes. Oui. Nous sommes tous de la même race, donc la race des humains. Mais il y a une différence par rapport à nos cerveaux. D'abord, déjà, d'aucuns sont manipulés par leur cerveau. Ils n'écoutent pas les réactions de leur cœur. Ils n'ont pas les révélations à partir de ce cœur-là. Ils n'ont que leur cerveau. Alors, ils se penchent sur le cerveau et puis ils fonctionnent comme ça dans la vie. Ces personnes-là ne peuvent pas facilement être formées en métaphysique. Parce que la métaphysique n'est pas comme l'école classique, où on se met
dans la logique universitaire, de suivre les cours et que les cours sont basés sur le cerveau. Ces cours qui sont basés sur le cerveau, c'est les cours où on te dit 1 plus 1 égale 2. Tu répètes. C'est faux, c'est juste, c'est comme ça. En métaphysique, quand tu lis un document, la répercussion se fait au niveau de ton corps, de ton cœur, qui te donne la voie à suivre pour aller vers l'esprit de la lettre. Alors, ce n'est pas une histoire qui va dans le sens de vouloir prouver que on a trop retenu la leçon. Parce que c'est en décryptant l'esprit, du moins la lettre dépasse son esprit en allant vers cet esprit-là, que vous décelez le vrai message de ce que vous lisez. Et qui va de manière à ce que le non-dit ou le sous-entendu de la personne qui a rédigé le texte se met à nu. Et même aller au-delà même de la pensée de la personne qui a rédigé le texte. Parce que si vous prenez un texte en termes de dissertation, Oui. et vous voulez voir le pour, le contre, et ressortir la synthèse de ces textes, par le cerveau, ce n'est pas la même chose lorsque vous le ferez par le cœur. Ce n'est pas la même chose. Alors donc, le disciple peut être cette personne-là qui, au cours des vies antérieures, avait déjà commencé avec le cours de métaphysique, avait déjà compris un certain nombre de choses dans ce domaine-là. Et au cours de cette vie, dans cette existence, cette personne est plus proche à la métaphysique. Prenons le cadre de l'émission. Oui. Une émission métaphysique ne se fait pas comme une émission de nature, débat, opinion et tout. Alors, c'est difficile d'avoir un maître qui est bien accompagné dans le domaine métaphysique. Si le journaliste ne fait pas le métier dans le sens de la métaphysique, il y aura toujours des phrasages. Ça peut être le genre que « Ah, je t'écoute, hein, parler tes choses. Bon, je suis là pour te poser des questions, et tu les poses. » Ça peut être le genre que oh, je ne sais même pas qu'est-ce que je fais là, mais moi je fais quand même, parce que j'étais quand même à l'école, je vais essayer de voir. Ça peut aussi être le genre que on est participatif. Oui. Ça ne veut pas dire qu'au lieu de poser des questions, on répond aux questions qu'on se pose. Là, on commence à faire un genre de journalisme fanatique, où vous avez besoin de montrer que vous avez des connaissances aussi égales à ton interlocuteur, ou même c'est vous qui formez votre interlocuteur, il vient seulement là parce que vous ne voulez pas parler seul. Alors, résultat, ce genre d'émissions, c'est des émissions à sens unique. Et là, vous n'êtes donc pas le disciple d'un registre qui se veut métaphysique, mais vous faites le fanfaronnage. Parce qu'en métaphysique, on sait être calme et on sait à quel moment parler. Le disciple sait prendre la parole et il sait aussi se taire. Cela va de soi et ça se sait dès la naissance que cette personne écoute et sait écouter. Cette personne parle et sait parler dès la naissance. Et derrière ce genre de personnes se cache alors le disciple qui attend seulement le maître. Voilà. D'accord. Professeur, pouvez-vous nous parler un peu de l'école de la vie? Alors, l'école de la vie, c'est quoi? C'est quelque chose qui est en rapport avec ce que nous ne connaissons pas. C'est-à-dire qu'il y a dans l'existence de tout un chacun ou de tout ce qui existe la double dimension. Cette double dimension va dans tous les sens, va dans le sens même d'établir ce qui est de la raison, ce qui est de la réflexion, ce qui est de l'intelligence. Alors, pour arriver à cela, on observe, oui. On expérimente ce qu'on observe et on est surpris devant les résultats. Parce que
si on observe, on expérimente pour un résultat escompté, c'est qu'on façonne les résultats. C'est comme, par exemple, vous avez une formation de pharmacien. Alors, vous savez que pour obtenir un principe actif, il faut prendre, par exemple, le citron. Alors, vous prenez le citron, vous le chauffez et vous laissez à ce que vous prenez le jus de citron néanmoins. Oui. Ou bien vous prenez un citron entier, vous mettez ça à peine dans de l'eau, vous chauffez. Et puis vous pressez ça très très bien. Et puis vous laissez maintenant que vous mettez ça dans un réfrigérateur, mais pas dans un congélateur. Vous attendez 48 heures, vous décantez l'eau du jus proprement parlant, c'est-à-dire du fond. Alors, l'eau sort, vous restez avec le fond. Alors, ce fond-là, vous mélangez ça avec quelque chose. C'est ça qui est votre principe actif. C'est quelque chose peut être l'huile, c'est quelque chose peut être, c'est pas moi, quoi d'autre. Et puis, vous administrez ça à quelqu'un comme un médicament. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le résultat escompté, qui part de l'observation, de l'expérimentation que vous êtes en train de faire, cette expérience que vous êtes en train de mener, a calmé un mal. Mais sauf que l'ensemble des éléments qui accompagneraient le principe actif extirpé de ces citrons ont été balancés dans la poubelle. Et là, il y avait des éléments d'appui qui devaient faire que le résultat à obtenir ne soit pas forcément instantané, mais un résultat à long terme, c'est-à-dire qui va jusqu'à la guérison. Mais ce que vous avez obtenu de votre expérience, c'est le soulagement. Donc vous avez anesthésié les cellules, vous avez calmé un mal. Et cette façon de faire de manière instantanée, d'aller vers le résultat de manière instantanée, a permis à ce qu'on trouve que vous faites science, c'est-à-dire vous avez expérimenté ce que vous avez observé et vous avez eu le résultat. Mais quel résultat alors? C'est pourquoi nous parlons en début de la chronique d'un résultat sérieux. Pas d'un résultat, un certain résultat. Ça, c'est qu'on est escompté comme résultat. Voilà. Alors, à partir de là, vous comprenez la vie dans son essence globale. C'est-à-dire, vous ne prenez pas la chose comme pour dire que c'est ce qui est essentiel, comme si l'ensemble de tout ce que l'élément représente ne serait pas essentiel. Ok, alors tu me fais signe pour la prochaine vidéo. J'allais juste poser cette dernière question. Ouais. Manger, c'est un art. Comment comprendre cela? Alors, manger, c'est un art, c'est quelque chose qui est facile à comprendre lorsque on cherche à comprendre même pourquoi mangeons-nous. C'est ce que nous essayons d'expliquer au cours de toutes les éditions. C'est qu'on ne devrait pas manger comme si c'est quelque chose qui se veut de manière à aller dans le sens de la survie. Parce qu'en fait, nous ne mangeons pas pour nous nourrir, mais nous mangeons pour la survie. Même les gens qui ont plus de moyens mangent pour la survie parce que l'art de manger implique de savoir qu'est-ce que c'est qu'un aliment. À quoi sert cet aliment? Quels sont les composants de cet aliment? Et les composants de cet aliment n'ont pas d'utilité, à savoir seulement que c'est les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines, les huiles et tout. Mais c'est des composants en termes de réactions vibratoires qui doivent être analysés par un savoir qui verse dans la connaissance, pas par un savoir livresque. Parce que le fait de vouloir savoir la composition de quelque chose n'implique pas forcément que cette chose-là est utile.
déjà parce qu'on sait quelque chose de ça avant d'en consommer. Non. Parce que cette décomposition peut être comme la différenciation d'une situation pathologique qui arrive dans le diagnostic, où on va toucher du doigt là où fait le mal. Oui. Mais sans tenir, là où fait le mal, ça veut dire que le symptôme même, à la base du mal, on l'a déjà. Et là, parce que les analyses sont allées à fond. Mais qu'est-ce qui a causé ça? On ne sait pas. Alors, là, on n'est plus dans l'art médical. On est dans une certaine manière de faire les recherches pour aboutir à quoi? Pour aboutir à la symptomatologie dont la réparation en dépendrait. C'est-à-dire que la réparation est à faire de manière symptomatologique et non de manière à redonner à abdiguer le désordre qui se présente dans l'organisme. Ok, on passe à la deuxième partie de notre chronique et là nous allons voir de l'éducation à la spiritualité, qu'est-ce que c'est? De l'éducation à l'enseignement de la spiritualité. Qui dit éducation dit initiation. Et l'enseignement, c'est quoi donc? L'enseignement est défini comme étant la transmission de la connaissance par l'aide à la compréhension et l'assimilation. Cela induit un fait, l'intuition. L'intuition devrait provoquer un fait initiatique. Probablement, l'enseignement est un ensemble d'activités d'un mouvement scolaire sous forme de leçons tirées d'une quelconque expérience, même si celle-ci ne donne pas satisfaction en termes de résultats sérieux. Malheureusement, éduquer ou enseigner, tel que vous en êtes héritier, cela n'est qu'un long processus résultant des concepts et imaginations qui partent de l'époque médiévale avec pour instituteurs principaux les parents. Ils n'enseignent justement que leur propre façon de voir les choses. Et l'école classique d'aujourd'hui en a été l'héritage dont les origines trouvent ses bases sur le fait de lire et écrire. On a affaire à l'école française ou l'école romaine. Contraire de ce qui est de l'école de mystère datant depuis l'arrière-antiquité, en principe celle de l'Égypte. Une école où l'éducation initiatique sert de base pour toute formation. Parce que la base de l'école classique a été tronquée, qu'elle ne prend pas sa source sur le caractère primordial de toute science liée à la spiritualité, voire celle qui s'intéresse à l'observation, l'expérimentation et le résultat, que tout est tombé en dérision. Car l'école classique est bel et bien celle qui produit des résultats d'un feu de paille jamais concret. Cela est dû à une influence matérialiste dont la malice, venant de l'avidité des malins, prend le dessus. Au résultat, le côté initiatique au mystère n'a donc pas pu intégrer cette forme d'enseignement, s'attaquant plutôt au cerveau qu'il formate et fait de tous des simples apprenants et non de comprenants. On y obtient des diplômes sans savoir comment respirer, comment manger, moins encore à quoi sert véritablement le fait de consommer l'eau. C'est en fait une école où le mensonge, le mercantilisme, le propagandisme et autres formes de corruption mentale font l'apanage d'une communication qui fait ombrage à la vraie formation sciatique, profitant aux étudiants de la vraie école. Nous en parlons ce soir, l'éducation à la spiritualité. C'est cela la vraie école. Une fois de plus, bonsoir Georgette. Bonsoir professeur. Qu'est-ce que l'intuition sur le plan métaphysique? Alors l'intuition sur le plan métaphysique, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'être intérieur. C'est-à-dire qu'on a, on peut bien rester dans la logique de croire que il y a quelque chose qui se passe entre vous et votre dedans. C'est quelque chose là qui vous permet de
fonctionner. On a souvent dit ça, que les femmes sont intuitives. Et cela, ça s'est vérifié parce que souvent, quand les grandes personnes de ce monde, entre guillemets, parce qu'il faut bien dire, les qui sont grands, les qui ne sont pas grands, mais ils sont grands à tout seigneur, tout honneur, Oui. siègent dans des grandes réunions, communauté internationale, machin et tout. Alors, les femmes ne sont pas là. Pour la plupart des cas, mais en règle générale, combien de femmes sont présidentes? Ça, on les compte de bout des doigts. En Allemagne, il y a une, et de toute l'Europe, peut-être que 2 femmes seulement, je ne sais pas, je n'ai plus souvenance. Et puis en Amérique, presque pas en Afrique, il y en avait une seule. Aujourd'hui, rien. Alors si une communauté internationale siège, sauf les secrétaires en tant que femmes et tout, qui n'ont pas de paroles, qui n'ont pas une prise de décision prépondérante, il restera aux hommes de décider sur l'avenir du monde ou sur ce que le monde attend de cette réunion. Mais souvent, quand ça ne marche pas, les hommes disaient ceci: la nuit portait conseil. Donc, ajournons le débat et demain on va voir l'affaire. Alors, la personne qui est peut-être la plus prisée de la réunion, à qui on attend peut-être par droit de veto le mot à dire, va raconter tout le scénario, tous les scénarios à son épouse. Et puis son épouse, qui n'a jamais assisté à ces réunions de sa vie, mais qui écoute souvent son mari discuter à la télé, suit les interventions de son mari, dans les interviews autres, et qui, à la maison, pose des questions à son mari au sujet de son travail, de son métier. C'est elle que son mari va dire: bon, écoute, vraiment, ce soir, ou cet après-midi, ou dans la journée d'aujourd'hui, Oui. on a essuyé le pire, parce qu'on n'a pas pu s'entendre sur tel point. Hein, et voilà, le point là a été débattu comme ci, comme ça, l'autre disait ceci, l'autre disait cela. La femme en question, la séance tenante, ne va même pas attendre que la nuit tombe, comme la nuit est tombée, qu'il fasse jour, pour dire à son mari que attends, mais voilà ce que tu devais faire, ou voilà ce que tu devais dire. Oui. Ah, son mari note directement. Et son mari est déjà satisfait à partir même de cet entretien, au point où le lendemain matin, lorsque chacun vient avec sa proposition, lui qui a écouté sa femme et qui a l'habitude de l'écouter, et cette femme qui a bien développé son intuition, qui n'est pas dans le métier de son mari en tant que tel, voilà, c'est elle qui décante la situation qui était bloquée par rapport aux décisions à prendre au cours de cette rencontre. Alors, donc, l'intuition, c'est quelque chose d'interne, mais qui se révèle dans les actes. Voilà. Ça veut dire que vous conseillez aux hommes d'écouter leurs femmes. Ah oui, bon, mais les femmes, derrière elles, se cache derrière les grands hommes, se cache une grande femme. Si une femme est telle que cela, franchement, il faut lui tirer chapeau. Parce que le problème, c'est le problème de leadership. Si vous avez une femme qui a la licence, vous avez la licence. Ou qui a la licence, vous avez le doctorat. Ou qui a la licence, vous avez le BEPC. Et qui, par stigmatisme intellectuel, pense que c'est elle qui soit devenue le mari. Alors, vous aurez les difficultés de vous, l'homme, de grandir dans votre milieu, parce qu'il faudra plutôt l'appeler que c'est elle qui parle à votre place, et ça sera un peu compliqué. Voilà. Mais en ce moment, j'ai pas l'impression que vous êtes en train de dire que l'école est importante. Parce que quand Non, mais je ne pense pas que... Je ne dis pas que l'école n'est pas importante, je ne dis non plus qu'elle est importante. Oui. Parce qu'on ne sait toujours pas comment les choses commencent, on sait seulement comment on est dans les choses. C'est là où il y a le problème de l'école.
je dis toujours au cours de cette édition, va à l'école pour voir ce qu'on fait là-bas. Mais reste dans la logique que tu es toi déjà quelqu'un. Que ce n'est pas l'école qui te rend quelqu'un, comme le disent des Africains à leurs enfants. Que va à l'école, sinon tu ne seras rien. Ça, je me porte en faux sur ça. Parce que cette manière d'aller à l'école ne développe pas une société. Voilà. D'accord. Professeur, quels sont les facteurs favorisant une éducation de qualité, adaptée au contexte africain en général et au Cameroun en particulier? Alors, les facteurs favorisant une éducation de qualité sont d'abord les facteurs communautaires. Oui. C'est-à-dire que l'enfant doit être éduqué par sa mère. Et ça, c'est l'Afrique, jusqu'à un certain âge. Et puis maintenant, son père prend le relais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu le veuilles ou non, que tu le veuilles ou pas, l'enfant va demander à sa mère de répondre à ces questions. Donc, ces premières questions en ce qui concerne ses observations, ou les observations qu'il portait par rapport à la vie, par rapport à son environnement, vont directement vers sa maman. Pas vers son père, non. Un petit garçon, il est toujours en train de poser la question à sa mère. Oui. Oui, toujours. À toutes les femmes qui ont eu la chance d'avoir des enfants le savent bien. Mais pire encore, les garçons. Les garçons sont plus influencés par les mamans que par les papas. Alors, maintenant, la mère qui est de bonne éducation, donc qui a été aussi bien éduquée par sa mère, pas qui est de bonne éducation parce qu'il sait qu'il faut se vacciner l'enfant, parce qu'il sait qu'il faut donner le petit déjeuner à son enfant 20 fois par matin, et parce que tout ce qu'on lui a raconté... Pas parce qu'il allait à l'école du formatage. Mais oui, mais parce qu'elle a été formatée par cette mère-là. Ouais. Donc je parlais de la base traditionnelle de l'éducation. D'accord. Une mère qui a la jugeote, une mère qui a la raison, parce qu'elle raisonne elle-même, dit à son enfant que ce que tu fais là n'est pas bien. Et si tu continues à faire ça, je vais dire à papa. Parce que souvent la maman, elle le jouait de l'enfant. Tu tapes même ton enfant et pleurer vient sur toi. Par contre, si c'est papa qui tape sur l'enfant, il doit l'amener vers lui, sinon il va partir vers sa mère. Hein? C'est-à-dire que dès que tu tapes sur ton fils ou sur ta fille, elle te fuit d'abord. Mais alors que quand sa maman tape sur lui, il ne fuit pas sa mère. Plutôt, il vient tomber entre ses bras. Alors maintenant, quand le père a l'habitude qu'il tape, il le porte, là, il prend aussi l'habitude d'être dans cette situation comme ça. Mais c'est la maman qui prépare l'enfant à respecter son père. Et ce respect par le fait que deux personnes n'éduquent pas l'enfant. Ça veut dire que si vous n'avez pas une seule manière de voir la chose, vous devez plutôt faire des concessions, avoir à faire des concessions en disant, bon, si le père tape, même si ça me fait mal au cœur, je quitte là, je pars d'abord. Bon, vice-versa. Que de rester là pour dire, arrête de les taper comme ça, c'est quoi? Non. Alors, résultat, cette éducation où on tape sur les enfants n'existe plus aujourd'hui dans le monde moderne. Et là, on a européanisé ou alors occidentalisé l'éducation. Et l'occidentalisation de l'éducation fait en sorte que les enfants deviennent rebelles vis-à-vis de leurs parents. Et dans les pays comme la France, on les soustrait de leurs parents qui n'arrivaient plus à supporter l'arrogance de l'enfant qu'on a mis au monde. Oui. Hein, qui passe à un niveau où, parce que l'enfant a des droits, donc il faut qu'il marche sur toi, alors que tout, c'est toi qui lui donnes. Et deux fois, on arrête le parent ou le père, la mère, on met en prison, et on prend l'enfant, on le tchouk dans un centre, je ne sais pas lequel, où là-bas, on l'apprend à l'homosexualité. Il s'avère que c'est l'homosexualité qu'il va donc maintenant apprendre facilement. Et c'est la dépravation, c'est ceci, c'est cela. Donc on a une nouvelle société qui est complètement déclinée vers
les dérapages par débauche, par-ci, par-ça, au point où l'aspect spirituel n'est plus possible. Donc l'éducation traditionnelle serait la base même de la bonne éducation qui permettrait à ce qu'une personne naisse avec la crainte de Dieu. Alors, maintenant, de quel Dieu parle-t-on? C'est le Dieu vrai. Parce qu'apparemment, on a l'impression que le Dieu qui est le Père de Jésus n'est pas le Dieu des Africains. Il y a combien de dieux, professeur? Ah mais non, mais Allah c'est un Dieu, même si on dit c'est le même Dieu. Celui-là, il ne fait pas d'enfants. Ça, on le reconnaît officiellement, et puis un musulman se porte en faux de croire que Dieu fait des enfants. Donc, ce n'est pas le même Dieu. Le chrétien a son Dieu qui a fait son enfant, et il faut d'abord laisser Dieu tranquille, parler à son enfant Jésus pour obtenir la grâce. Voilà. Alors nous, en Afrique, moi je dis, je ne prie pas le Père le Père de Dieu, Dieu, le Père de Jésus. Moi, s'il faille que je prie le grand-père de Jésus, donc le Dieu des dieux. Vous l'avez connu? Ah ben non, on a connu le Dieu Jésus, de Jésus, je ne crois pas, hein. Si ce n'est que le dire. Mais sinon, les anciens savent qu'il y a l'ancien des anciens, qui est donc celui par qui l'univers dépend. Voilà. D'accord. Alors, nous allons rapidement nous pencher vers la réflexion de ce soir pour que les gens voient jusqu'où l'éducation nous amène. À tout de suite. Ah, que serait la vie en noir et blanc? Un peu triste, hein? Alors qu'avec de la couleur, c'est tout de suite plus joli. Et ça, l'industrie agroalimentaire l'a bien compris. C'est ce qu'a constaté Thierry en se lançant le défi de recenser chez lui les produits contenant des colorants. Les colorants, ce sont les E sans quelque chose sur les étiquettes de vos produits alimentaires, et il y en a partout. Dans les bonbons, les sirops, dans les sodas, mais aussi dans du fromage, des yaourts, des viennoiseries. Partout, on vous dit, même dans des bières. Bon, pas de panique. Pour comprendre l'intérêt d'avoir des colorants dans un produit alimentaire, on est allé voir une spécialiste du marketing. Ça répond à une attente consommateur, c'est-à-dire qu'on peut difficilement faire sans. Chaque produit, chaque catégorie de produits a des codes et qui sont historiques. On a été habitué à ça. La menthe à l'eau est verte, comme un bonbon au citron est jaune. La conséquence de ça, que souvent, on pense que ça a moins de goût ou que c'est moins bon, c'est pas la même qualité. Et il y a un doute. Je vous donne un exemple, tout simple. La menthe à l'eau, qui naturellement est transparente, n'a pas de couleur, si elle n'était pas verte, est-ce qu'on l'achèterait quand même? Est-ce qu'on serait prêt à la consommer? Est-ce qu'on trouverait qu'elle a autant de goût que la menthe à l'eau qui est verte? C'est pas sûr. Les colorants modifieraient à ce point notre comportement. Pour vérifier l'importance de la couleur pour les consommateurs, nous avons réalisé un petit test dans la rue à Marseille, avec la dégustation d'une seule et unique limonade, agrémentée de différents colorants. Et voyons si la couleur change la perception d'un produit. Quel goût vous préférez? Orange. Bon alors, le meilleur? Orange. Orange? Oui. Ouais. Et c'est lequel que vous préférez alors? Le premier que j'ai goûté, je dirais l'orange. L'orange? Il n'y a que la menthe vraiment qui a persisté, qui a donné le goût. D'accord, ok. Après les autres, c'est pas ça quoi. C'est vraiment, c'est très léger, c'est light. Je sais pas, pour moi c'est tous les mêmes. Tous les mêmes, mais juste le citron, il y a un petit truc. Ça va ou pas? Ça passe? Non, le citron. Du citron, c'est le meilleur. Meilleur goût, c'est du citron. En fait, c'est la même limonade. En fait, c'est la même limonade. C'est exactement le même goût. Ah d'accord. Et vous préférez celui-là? Du citron. Ouais, mais c'était juste la couleur parce qu'il n'y a pas le goût. Ah bon? Non? Non, du citron, je sens le goût déjà. Non. Il n'y a pas de menthe là, il n'y a pas de framboise là. C'est un truc psychologique alors. Exactement. Non mais j'ai senti bien la menthe. Hein. Il n'y a pas du tout de menthe. Il n'y a pas de menthe ici? Pas du tout. Ah d'accord. Ah, c'est psychique. Hein. C'est la même limonade en fait. Voilà. Mais même le citron que vous trouviez meilleur, bah oui. Ah bah on est piégés, c'est bon. Sur l'orange et le citron, j'ai vraiment cru que c'était distinct. C'est juste des colorants. Mais du coup, ça veut dire que juste le colorant, ça, au niveau du cerveau, c'est... Ok, génial. On n'est pas des pigeons, mais je me suis bien fait pigeonner. On utilise des colorants qui soient naturels ou des colorants de synthèse. On les utilise pour améliorer, a priori, l'aspect visuel d'un produit. Voilà. Et il y en a quasiment partout.
ça, c'est une chose que Thierry a pu vérifier. Un produit a retenu son attention, une préparation de viande que l'on trouve en rayon frais, des crépinettes. Plus étonnant, les autres clients ne sont pas forcément surpris. Vous saviez qu'il y avait des colorants vous, dans la viande? Non. Et non. C'est bizarre, non? Il y a un peu de tout partout maintenant, vous savez. Malheureusement. Mais c'est un peu bizarre, non? Ça vous fait pas peur? Non, mais en fait, moi je regarde pas. C'est vrai? Faut pas regarder? Oui, je pense. D'accord. Du coup, on a appelé le fabricant pour comprendre pourquoi on trouvait des colorants dans une préparation de viande. Tout simplement parce que ça permet de conserver, surtout pour la viande de porc qui est hachée, une belle couleur tout au long de la conservation du produit. Parce que la viande de porc a une fâcheuse tendance à décolorer. Imaginons qu'on n'en mette pas du tout, vous auriez des produits qui seraient d'une couleur un peu rosée, ceux qui viennent d'arriver en magasin, et puis ceux qui ont 2 ou 3 jours de magasin, ils seraient gris. Et c'est vrai que c'est un peu le problème. Vos saucisses, par exemple, vous les préférez orange ou beige? On pourrait se passer des colorants, et on essaye de le faire de plus en plus, ou en tout cas de transformer ou d'améliorer les colorants qui sont utilisés aujourd'hui pour qu'ils soient le plus naturels possible, ça on le sait. On pourrait s'en passer, mais est-ce qu'on est prêt à le faire? C'est ça la question. Est-ce qu'on est prêt à accepter des produits sans colorants? J'en suis pas certaine. Si la tendance c'est d'éviter les colorants dans notre alimentation, c'est peut-être qu'il y a un petit doute sanitaire les concernant. Nous, on a réussi à croiser entre 2 réunions à l'Assemblée nationale le docteur Chevalier, responsable de la commission alimentation du réseau environnement santé. Il s'y connaît donc. Quand vous absorbez ces molécules de synthèse que l'homme n'est pas habitué à rencontrer, eh bien, il peut très bien mal les digérer. Il n'a pas le système enzymatique pour les digérer, pour les détruire, etc. Mais tous ces additifs, finalement, sont insuffisamment bien étudiés sur la physiologie humaine et savoir exactement ce qui se passe. Et puis quand on vous parle alimentation et santé, à chaque fois, c'est pareil. On vous parle cancer. Il faut être prudent avec cette notion de cancérogénicité. Alors, lorsqu'on vous parlait alimentation et santé, c'est que d'aucuns se posent la question d'où sortons-nous avec ça. Bien évidemment, nous parlons de la spiritualité. La spiritualité, la santé, l'alimentation, c'est ce qui nous a fait élire domicile dans un thème. La mystique de l'alimentation face à la spiritualité, pour permettre à ce que les gens sachent, puissent mettre en exergue le fait que la spiritualité ne veut pas dire être un religieux. La spiritualité ne veut pas dire être en bonne santé. Que dès que tu es religieux, alors tu es en bonne santé. Non. Il faut faire attention pour que tu sois dans la spiritualité de manière positive, que tu puisses veiller sur ta santé. Voilà. Voilà. Alors, je vais annoncer déjà, je vais déjà dire aux téléspectateurs qu'ils peuvent commencer à envoyer des messages au bas de leur petit écran en attendant le SOS téléspectateurs. Les numéros s'affichent au bas de leur petit écran. Et puis, qu'ils n'appellent pas parce qu'on ne répond pas aux appels. Le dispositif n'est pas encore mis en place. On verra bien avec ça dans l'avenir. Bon, donc, Georgette, tu as à prendre la commande. D'accord, professeur. En fait, c'est connu de beaucoup de gens que les colorants sont nocifs pour notre santé. Alors, ce que je veux savoir, c'est pourquoi donc continuer à introduire cela dans nos aliments? Alors moi, je ne crois pas que c'est connu de beaucoup de gens que les colorants sont nocifs à notre santé, parce que les gens ne savent même pas qu'est-ce que c'est que le colorant, d'après mes enquêtes en cabinet, lorsque je consultais les gens. Lorsque je prends une bouteille de sucrerie et je montre l'étiquette à quelqu'un, c'est à peine qu'il réalise qu'il y a même les mentions colorants. Les gens ne lisent pas les étiquettes, ils ne lisent rien. Alors si on ne lit pas les étiquettes des boissons qu'on consomme, qu'on a réputées, du moins qu'on a baptisé les jus, comment ils vont lire les étiquettes portées sur des sacs de pâtes alimentaires? Comment ils vont lire les étiquettes, je ne sais pas moi, de certaines boissons, comme la bière même déjà, qu'on ne dit pas qu'est-ce que c'est, en réalité. Et moins encore,
des chewing-gums, des saucissons, tout ce que nous avons comme charcuterie sur le marché, c'est pas étiqueté. Hein. On voit une viande bien fraîche, on a vu tout à l'heure que sans colorant, 2 jours après, la viande de porc, par exemple, elle devient grise. On ne pourra donc pas la vendre parce qu'elle ne semble plus être fraîche. Il faut la colorer. Résultat, moi, je pense que les gens ne sont pas au courant du fait que c'est des colorants qu'ils consomment. Et puis tout à l'heure, la question a été posée à, disons, un parlement français sur le fait de ce que ça vaut ces colorants. Il dit bien que c'est des choses qu'on consomme, mais qui n'ont pas été bien étudiées scientifiquement pour savoir si le corps est biodégradable, du moins arriver à biodégrader ça, c'est-à-dire à éliminer ça en termes de déchets. Ou alors, sinon, si ça ne sort pas, ça devient quoi dans notre organisme? Puisque c'est fait pour vendre, puisqu'on a fait voir la dame qui s'occupait du marketing. Alors, tout ça, c'est une certaine école. Dans l'exposé, on a dit que le col qu'on a aujourd'hui, c'est le col du mensonge, du mercantilisme, du propagandisme pour corrompre les mœurs. Et elle a fait ombrage à la vraie formation initiatique. Parce que l'éducation devrait être initiatique, que la mort n'existerait pas de la même manière que nous mourons aujourd'hui. Si l'éducation était initiatique, on aurait de moins en moins de gens qui ont de l'hypertension, le diabète et les cancers, de moins en moins. Ce ne serait pas une planète des hommes parfaits, mais ce serait quand même une planète des hommes pieux, des hommes qui craignent Dieu, des hommes qui craignent à faire de la brutalité leur leitmotiv, les hommes qui sont à la solde des autres hommes, hein, des messieurs qui sont à la solde de leur collectivité, parce que président de la République, parce que leader d'opinion, parce que ceci, cela. Mais comme cette école que nous avons aujourd'hui, c'est une école à sensation, où à partir du médicament, c'est colorant, c'est ci, c'est ça. À partir de l'industrie alimentaire, même chose. Alors, nous sommes confrontés à une situation qui veut que nos cerveaux ne soient plus des cerveaux humains, mais des cerveaux des êtres artificiellement formés, où la vie elle-même est artificialisée. Voilà. D'accord. Et quelles sont les conséquences sur le plan spirituel? Alors, ces conséquences, c'est ce que je viens d'expliquer, que tant que l'école ne nous donne pas la possibilité de savoir ce que nous devons manger, d'avoir un peu de recul par rapport à la donne industrielle, parce qu'on court vers la richesse. En médecine, c'est l'économie du marché qui est importante que de soigner et guérir les gens. Mais c'est vendre les médicaments, les bistouris et tout, les plateaux techniques et tout, c'est ce qui est important. Alors, vous avez là une certaine école qui forme les gens pour ça. En matière de la spiritualité, ce qui est important, c'est l'adoration. Et l'adoration va dans le sens d'un combat, celui qu'on doit aller contre le diable. Résultat, c'est une certaine école qui gère finalement les cerveaux des gens, mais non une école qui spiritualise les gens et qui les amène à devenir des divins, donc des dieux. Alors, tant que nous ne devenons pas les dieux, pourtant nous sommes des dieux par essence, parce que issus du Très-Haut, issus de Dieu. Hein? Bon, là, on a cité lors de la dernière édition, Somme, je ne sais pas, 81, 82 ou 62, je ne sais plus, verset 6, qui disait bien que nous sommes les fils de Dieu, les fils du Très-Haut. Alors, mais je ne sais pas si ces histoires-là, c'est de la littérature, parce qu'en fait, quand on ne lit pas l'esprit de la lettre, on lit la lettre et on dit, quand même, nous ne sommes pas les dieux. C'est comment un homme peut être un Dieu. Mais non, nous sommes les fils de Dieu. Ça veut dire que si ton père est Bassa, tu es Bassa d'abord. Mais tu n'es pas Bassa
pour du vrai, si tu n'as pas les caractères des Bassa, ton père est Bamléké, tu es Bamléké. Tu n'es pas Bamléké si tu n'as pas le caractère d'un Bamléké. Ainsi de suite. Nous sommes les fils du Dieu, les fils du Très-Haut, mais nous ne sommes pas les dieux parce que nous n'avons pas le caractère qu'il faut pour être les dieux. Et qu'est-ce qui nous fait, nous n'avons pas ces caractères? C'est le mode de vie. Nous mangeons n'importe quoi, nous buvons n'importe comment, nous avons une mauvaise éducation scolaire. Et nous nous en réjouissons. Parce que formatés, parce que assimilés, nous sommes devenus des esclaves d'un système. Voilà. Est-ce que ça pourrait jouer également sur notre champ magnétique? Oui, tout cela nous perturbe dans le fonctionnement magnétique qui nous lie avec le champ électromagnétique universel. Okay. Donc, on commence à devenir des entités à part, au lieu d'être des entités à part entière, c'est-à-dire vibrant dans le même courant magnétique. Ok, on va passer au SOS téléspectateurs pour que les appels, les messages nous parviennent et avec l'interactivité, que les auditeurs puissent aussi réagir par rapport à tout ce que nous venons de dire. À tout de suite. Merci de rester les nôtres. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à nous suivre en ce moment parce que vos messages vont nous prouver combien vous avez aimé, même en critiquant. Voilà, vos commentaires, vos messages, tout est permis. Oui. Georgette, tu as déjà quelques messages. Bien sûr, professeur. Alors, comment conserver adéquatement les aliments que nous pourrons consommer plus tard, de manière naturelle, bien sûr? Alors, il y a des méthodes naturelles pour conserver les aliments. Commençons par les boissons. Si vous aviez les jus d'orange et que vous voulez les conserver sans utiliser le frigo, pour 1 litre de jus d'orange, mettez-en une cuillerée à soupe de citron. Bon, ça paraît à confusion, mais c'est comme ça. Vous aurez la possibilité de boire ces oranges à plus de 5 jours, surtout si vous les gardez à l'état, à un endroit un peu frais, pas exposer ça à la chaleur. Voilà. Donc il y a plein de méthodes comme ça qui peuvent servir de conservant ou de conservation, qui peuvent permettre une bonne conservation. On doit les étudier parce que il y a 2 façons de faire. Il y a une façon où vous mangez frais, c'est-à-dire aller au marché tous les jours. Et il y a une autre façon où vous faites votre marché toutes les semaines une fois. Il y en a une autre façon, la pire des façons, c'est de faire le marché une fois par mois. Alors là, il faut savoir trier ce qu'il y a à acheter et à conserver pendant tout le mois. Comment vous allez conserver ça? Parce qu'en conservant des choses dans les congélateurs, c'est plus cancérogène qu'à les conserver dans le réfrigérateur. Parce que le congélateur n'est pas fait pour les familles, même quand il s'agit de familles nombreuses. Parce que tout produit déposé dans un congélateur paraît à la sortie du congélateur comme étant encore de bonne qualité. Mais il faut faire les essais sur des légumes, surtout la tomate. Une tomate qui a été congelée pendant quelques jours, quand on le décongèle, c'est mieux de le couper et de le lancer directement dans la sauce, même avec la glace, sur ça. Parce que si vous déposez ça, ça c'est des givres. Directement, ça pourrit. Directement. Ça, ce n'est pas une histoire que tu vas constater seulement que c'est pourri, non. Dès que ça se dégivre, l'eau descend, la tomate, ça fait, ce n'est plus rond et ça change de couleur. Résultat, la conservation doit se faire de manière très, très étudiée. Et là, je ne pense pas que l'émission de ce soir, c'est pour expliquer comment on doit conserver les choses. On peut continuer. D'accord. Voilà. Bonsoir monsieur, comment se protéger spirituellement? Veuillez signer vos messages s'il vous plaît. Alors se protéger spirituellement commence d'abord par se protéger des dégâts d'une mauvaise alimentation. Dans les dégâts d'une alimentation de produits d'oxygène,
d'une alimentation de produits d'eau, d'une alimentation dépourvue des nutriments essentiels pour l'organisme sur la base de protéines, des lipides et des glucides, en glissant plutôt sur les protéines, les huiles et du sucre. Voilà. Là, c'est déjà la première phase de la protection spirituelle. Oui. Bon, maintenant, si vous avez besoin d'une protection contre la sorcellerie et tout, il faut dire que si vous avez une bonne alimentation, les sorciers peinent à vous atteindre. Voilà. D'accord, on a ce message de Caris de Doualaba. J'ai un problème, quand je rêve, j'oublie et le matin, je suis fatiguée. Et régulièrement, je me retrouve dans les fêtes la nuit. Alors là, je ne pense pas qu'on sera très utile à Karine pour vouloir expliquer la chose, sauf si elle peut bien vouloir poser la question du genre hors antenne, ou alors on va essayer de répondre à son message en semaine hors antenne. Bonsoir sur le plateau, je suis attirée par cette émission et c'est la toute première chez moi. Ouais. Je voudrais savoir plus ou apprendre sur la spiritualité. C'est Henri de Loncac. Alors merci Henri de Loncac, ça me va droit au cœur que ce que nous faisons vous intéresse. Et je vous en remercie vivement de le dire à haute voix. Pour ce qui est d'avoir le savoir dans le sens de l'enseignement que nous essayons de proposer à cette antenne, c'est appeler hors antenne pour en parler le plus amplement possible en fait. Parce que le numéro que vous avez utilisé, qui est affiché au bas du petit écran, de votre petit écran, sert à communiquer avec nous hors antenne lorsque vous voulez avoir plus d'amples explications pour ne pas confisquer l'antenne pour d'autres gens qui veulent bien à ce que les questions soient répondues aussi. D'accord. Mamoudou depuis Yaoundé qui dit bonsoir professeur, j'aimerais vous poser la question de savoir s'il vous arrive souvent de tomber malade, si oui, avec quoi vous soignez-vous? Alors il m'arrive de tomber malade, peut-être régulièrement et très régulièrement d'abord, mais je ne bois pas les médicaments, première chose. Alors, pourquoi je tombe malade? Parce que je ne me comporte pas comme une personne qui doit se reposer normalement, puisque je travaille nuit et jour. Et là, avec même un seul repas par jour, on se voit constipé parce que la circulation du sang ne se passe pas très bien. Alors, toutes les maladies que j'ai sont salutaires parce que ça me permet de me reposer des gros de force, ne serait-ce que pour 48 heures. Et après, c'est une manière de rejeter hors de mon corps les déchets du fait de la mauvaise circulation du sang. Voilà comment je me soigne. Je ne prends rien et je guéris. Je me repose juste. Voilà. D'accord. Bonsoir professeur, s'il vous plaît, comment soigner la masturbation? Alors la masturbation, j'ai toujours dit que cette histoire-là, ça me dépasse parce que tellement on pose la question. Et c'est pour que les gens sont toujours de nouveau venus à notre antenne. La masturbation, on ne soigne pas ça. C'est quelqu'un qui se décide de ne plus se masturber. Et vous faites avec beaucoup de courage parce que, en réalité, celui qui décide de ne plus fumer n'est pas toujours celui qui réussit à ne plus fumer. Mais toujours elle dit qu'il y a des gens qui ne fument plus pour avoir pris la décision de ne plus fumer. Ils sont arrivés à leur objectif, l'objectif de ne plus fumer, par le biais de la décision. Voilà, c'est tout. Et de la détermination, en fait. D'accord. On a ce message de Emmanuel. Bonsoir, professeur, j'ai un souci. J'ai un nouveau-né en journée, il n'a aucun problème, mais dans la nuit, il pleure beaucoup au point de refuser le sein. Cela date de 2 semaines depuis sa naissance. S'il vous plaît, comment lui faire calmer si c'est spirituel? Alors là, il faut appeler en antenne, déjà. Mais il faut dire aussi que c'est un bébé, quand il naît la nuit, il dérange la nuit. Quand il naît le jour, il dérange le jour. D'autres, c'est l'inverse.
résultat, il faut qu'on voie s'il faut allumer l'encens autour du bébé, c'est tout. Voilà. Bonsoir, belle émission. J'aimerais savoir quel est le Dieu que sert le professeur. Ah, le Dieu humaniste, le Dieu dont le but est d'humaniser le monde. C'est ce Dieu-là dont je sers, dont on l'appelait dans l'Antiquité le Lombe, dont l'ancien des anciens. C'est le Père des dieux. C'est ça, parce que n'oublions pas une chose, c'est que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc nous avons connu Dieu avant les Blancs. Et c'est pour cette raison que les Blancs nous ont facilement colonisés, parce que nous sommes restés dans le registre humain, qu'a fait que les imposteurs sont venus avec les armes et des documents, hein, qu'on a appelés ici livret de Dieu, Bible, et là-bas Coran. C'est les deux groupes-là qui nous ont colonisés, mais c'était des imposteurs et puis des barbares, des méchants, parce qu'ils ont utilisé l'arme à feu et l'arme blanche pour pouvoir s'imposer. Et aujourd'hui, nous prions leur Dieu pour rester encore plus néocolonisés. Voilà, c'est pour cette raison que moi je ne sers pas ces genres de Dieu-là. Je sers plutôt le Dieu qui, quelque part, ne va pas me demander pourquoi tu t'étais mis dans le groupe des gens qui ont implanté leur religiosité par le sang. Voilà. Ilolombe, c'est quelle langue? Ilolombe, c'est l'ancien des anciens, Dieu des dieux. Ça, c'est la langue des Bantous, venue de l'Égypte. Voilà. Alors, quel est le type d'alimentation à adopter pour être proche de la spiritualité? J'ai déjà expliqué ça tout à l'heure. Hein. Au cours de l'émission, on a dit ceci. Si nous consommons bien l'air, l'oxygène, si nous consommons bien l'eau, si nous faisons le tri des nutriments, du moins des aliments pour avoir le bon nutriment, en termes de lipides, de glucides et de protéines, et que nous marchons bien, que nous cuisinons bien ce qui est à cuisiner, et que nous marchons bien, et que nous mangeons en tenant compte que 3 repas par jour ne servent à rien. Hein, on doit manger seulement quand on a faim. Et qu'on sache distinguer la famine et la gourmandise ou l'envie de manger. Alors à partir de là, on est dans le registre d'une alimentation spirituelle. D'accord, d'accord. Bonsoir, combien de fois doit-on manger par jour pour être spirituellement en forme? Simon de Komkana. Une fois. Une seule fois par jour. Ça ne veut pas dire manger à fracasser l'estomac ou bien des tubes digestifs, non. Ça veut dire manger et s'y rassasier, on reste. Maintenant, si on n'a pas, dans les une fois là, on a besoin de donner plus d'équilibre à son alimentation. Oui. Au-delà, parce que quand on dit manger combien de fois par jour, là, on fait allusion aux nourritures qui débouchent aux nutriments. On oublie qu'on doit manger l'air, qu'on doit boire de l'eau. Bon. Mais il y a aussi que dans ce que nous mangeons, nous devons manger plus de fruits. Et là, entre 8h et midi, donc 8h et 11h, on doit manger un plat de fruits. Si on ne peut pas en trouver un, qu'on prenne au moins les fruits pressés, dans le cas où on en vend quelque part. Les quoi, professeur? Fruits pressés, c'est-à-dire obtenus sous forme de jus. Pas des sucreries, mais des fruits. Et ça, il faut y aller dans le sens de ne prendre que le fruit de la saison. Si c'est la saison des oranges, vous prenez les oranges. Si c'est la saison des mangues, vous prenez des mangues, etc. Oui. Voilà. D'accord. Et que doit-on, il dit que doit-on manger? Mais professeur, moi je voudrais comprendre une chose. Vous dites qu'il faut manger une seule fois par jour. Il en est de même pour les tout petits? Mais c'est nous qui les avons habitués à beaucoup manger. Imaginez un enfant qui n'a que 5 ans, professeur. On ne doit rien mettre dans son sac le matin? Non, non, mais attends. Mais si tu ne mets pas, il va demander aux enfants à l'école. Mais s'il vit à la maison, il ne mange pas. Il joue toute la matinée et puis il mange un repas midi. Il n'y a rien qui va l'arriver. Vous imaginez? Et puis il mangeait dans l'après-midi, un peu vers 16h. Et puis le soir, on lui fait une petite purée. C'est tout. Vous imaginez une femme qui va en mariage avec un poids peut-être de 80 kg et qu'au bout de 5 mois, qu'elle suive votre régime,
À part mon régime, mes indications. Vos indications, voilà, oui. Je voulais dire vos indications. Au bout de 5 mois, j'imagine, va peut-être perdre 20 kilos. Ses parents diront qu'elle souffre. Alors, mais et voudraient même qu'elle rentre à la maison. Pourvu qu'elle ne soit pas dans le registre d'un cancer qui interpelle les parents et refuse de venir donner de l'argent. Ah oui, parce que quand ta femme vient, elle s'empiffre de tout, des friandises, des hamburgers, de la charcuterie et tout, hein, de la confiserie. Oui. Et puis, au bout d'un moment, elle prend du volume et c'est tout le monde qui applaudit. Hein, c'est de là bon point. Et puis, à un autre moment, c'est le diabète, c'est l'hypertension, c'est ceci. Là, le problème commence. Hein. Et puis, les médicaments, tout cela, le cancer. On coupe les seins. Il faut la chimiothérapie. Avant, c'était 700 et poussière de 1000. Maintenant, c'est 100 quelque chose de 1000, je crois bien, par séance. Oui. Il n'y a pas l'argent. On a tout mangé, on a mangé avec tout. Et maintenant, il faut la cotisation. Personne n'est là. Alors, c'est quand tu as rendu quel service? Hein, ces parents-là qui avaient besoin que ta femme s'empiffre des choses, quitte à ce qu'elle tombe malade, pourvu qu'elle ait le poids, on t'a rendu quel service? Aucun service. Donc, il ne faut pas vivre selon les gens. Il faut vivre selon des connaissances qu'on a eu à acquérir. Parce qu'en fait, un homme intellectuel est celui qui se cultive. Un homme intellectuel n'est pas celui qui a les diplômes. Hein? Celui qui a les diplômes, c'est un homme réciteur de cours. Il a récité les cours, ça lui a valu les diplômes. S'il disait parce qu'on lui a dit, on ne lui aurait donné aucun diplôme. Alors, il n'est donc pas une tête bien faite, il est une tête bien pleine. Encore que, bien pleine, c'est trop dire, parce que souvent, dès que l'école finit, on oublie tout. Puisqu'on apprenait pour les diplômes, voilà. Ok, Même le droit, quelqu'un il a agrégé en droit, mais ne connaît pas lire le droit. Quand il faut agir en société. Bon, donc, finalement, il était bon en droit lorsqu'il fallait les diplômes. Hein? Ouais. Et il faut l'applicabilité même de ce qu'on a appris à l'école, on a appris à l'école dans la vie quotidienne. Et là, c'est ce qui fait que tu dis ça, on disait à l'école, mais ce que je suis en train de vivre, c'est pas vrai. Et là, tu essaies de t'orienter vers ce qui est vrai. D'accord. On a cet autre message de Onana de Gousso. Est-ce qu'une bonne alimentation et le sport peuvent-ils améliorer la spiritualité? Oui. Bien entendu, le sport va bien oxygéner votre corps et va purifier le sang, va faire en sorte qu'à travers la transpiration, en faisant par exemple un footing ou bien même en jouant au football, pourvu que ce ne soit pas le football des compétitions, alors vous allez vous retrouver à rééquilibrer votre circulation sanguine et puis de vous débarrasser de l'hypertension qui était en train de naître du fait de l'encombrement de vos artères où le diamètre commence à devenir petit. Voilà. Plus une alimentation qui ne vient pas encore réalimenter les déchets dans le sang, vous en sortez. D'accord. Y a-t-il une différence entre la sorcellerie d'un enfant et celle d'un adulte, Steve? Non, sauf que la sorcellerie des enfants est très poignante parce que quand les enfants décident de faire la sorcellerie, ils font ça en groupe et en s'amusant. Par exemple, s'ils décident de taper sur un maître à l'école, dans le cadre de l'école primaire, souvent les enfants se décident sur un maître. Tu suis seulement comment le coup de bâton tombe sur toi et tu ne vois personne te taper. Et ils sont là en train de rigoler. Voilà. D'accord. Et comment stopper cela? Tu ne peux pas stopper, il faut seulement négocier avec eux. Ou alors tu quittes l'école là. Que tu les as trop embêtés. Et souvent même les maîtres aussi sont sortis avant d'en arriver là. D'accord. Ouais. Mais ils ne peuvent pas faire ça pour rien, c'est ça? Ah mais non, mais les enfants font ça pour rigoler. Ils ne sont pas encore à l'âge à manger la chair humaine et tout. Sauf s'ils sont prisés dans une confrérie où les aînés les font manger cette chair humaine-là. D'accord. Bonsoir, comment faire pour être un bon boc, Alex de Niala? Alors pour être un bon boc, il faut soit être la famille de boc, donc des bons bocs, soit
aller vers les bonbons les plus proches de chez soi pour y arriver. Alors maintenant, on peut être un patriarche sans être un bonbon. Bon, moi je pense que j'en suis un, et pas forcément un bonbon. Je veux pas. D'abord, ce n'est pas normal qu'un homme vienne à la télé raconter qu'il est bonbon. C'est pas normal, c'est même des choses qui sont seulement arrivées comme ça dans notre modernisme d'aujourd'hui. Avant, un bonbon ne se présentait pas en public de cette manière-là, où tout le monde entier dit que voilà le bonbon qui passe à la télé, ne fût-ce qu'un journaliste. Bon, mais nous sommes dans une société aujourd'hui où tout est possible. Pendant que les autres bonbons critiquent cela, quelqu'un peut s'afficher avec ses titres et faire tout ce qu'il veut, peut-être pour chercher la clientèle, et peut-être, sans qu'il y ait une communication soutenue. Voilà. Par le fait qu'on donne des pistes à la jeunesse. Mais on est là, on est bonbon. Voilà. D'accord. Bonsoir professeur, j'ai 3 copines. Je voudrais choisir une femme parmi elles. S'il vous plaît, aidez-moi. Alors, je ne veux pas vous aider à porter une croix. La croix, c'est laquelle? Pourquoi vous voulez mettre en mal les 2 autres? Parce qu'en choisissant une, vous avez posé un acte antipathique. Si c'est que vous avez 3 copines, pourquoi vous avez eu 3 copines? C'est ça d'abord la question, parce qu'il faut chercher à savoir la cause du mal. Si c'est un mal d'avoir 3 copines, est-ce que vous vous posez la question de savoir est-ce que j'ai eu 3 copines comment? Résultat, vous allez faire donc une étude d'affinité de ces 3 copines et voir laquelle est de bonne affinité avec vous. Et puis, vous ferez votre choix par rapport à cette étude. Voilà. D'accord. Une dernière question. Oui, ce message est de Bilto de Yaoundé. Bonsoir professeur, depuis 3 ans, j'ai déjà des convulsions pendant les sommeils. Pourrait-ce être un problème alimentaire? Peut-être. Ça, on va en discuter en antenne. D'accord. Hein? On donne la grâce à une autre personne sa question. On n'a pas nécessité de tourner sur ça longtemps. D'accord. On a ce message de Rudy de Bepanda. Bonsoir professeur, quel est le rapport entre l'alimentation et la spiritualité et comment l'alimentation pourra nous protéger du diable? Alors j'ai expliqué ça tout à l'heure. Je convie à ce que je souhaiterais que notre ami regarde les YouTube. L'émission qui passe là maintenant sera rediffusée sur YouTube dès demain avant midi. D'accord. Bon, ce qui est vrai, c'est que ce qu'on peut lui dire, puisqu'il y a encore 1 minute à notre disposition, ce qu'on peut lui dire, c'est que l'alimentation bien étudiée protège non seulement contre la sorcellerie, mais protège contre la maladie. Le diable, ça commence d'abord contre la maladie. Le diable, ça peut être la sorcellerie, parce que moi, je ne connais pas le diable dans le jargon métaphysique. C'est pourquoi je n'ai pas la bonne réponse par rapport à cette question. Une dernière question, alors une dernière, la toute dernière. Professeur, comment faire pour abandonner l'alcool? J'ai évité les abréviations, s'il vous plaît. Alors, on ne peut pas abandonner l'alcool quand on est dans le milieu alcoolique. Dans un premier temps, il ne faut plus en acheter. De 2, il ne faut plus être avec des amis alcooliques. Et là, peut-être, si un jour vous n'arrivez pas, vous arrivez à abandonner, ce sera une chance, parce que vous pouvez tout vous retrouver dans le milieu alcoolique, vous recommencez à boire. Voilà. Une dernière question, s'il vous plaît, de Pat de Yaoundé. Bonsoir, dites-moi si tous les sorciers font du mal ou il y en a qui protègent. Hors antenne. La sorcellerie est positive et négative. Donc on le verra bien après. Okay. Alors merci de nous avoir suivis et nous pensons que nous n'avons pas déçu. Et ce soir, comme tous les soirs, on essaie de faire ce peu que nous pouvons. Et dans l'intention de mieux faire, nous attendons vos suggestions sur YouTube et autres. Au revoir et à mardi prochain à la même heure sur la même chaîne, Canal 2, c'est-à-dire dès 23 h.